On va attendre encore quelques petites minutes pour attendre les autres personnes qui vont se joindre à nous. Ça continue de rentrer. Ok, parfait. Donc, je crois qu'on peut commencer. Bonjour André, bonjour tout le monde. Merci de se joindre à nous aujourd'hui dans ce webinaire autour de la logistique du commerce électronique. J'aimerais d'abord commencer par remercier André d'avoir accepté de se joindre à nous. C'est un grand plaisir. Merci. André, c'est le cofondateur d'Agatha Boutique. J'aimerais aussi remercier le CQCD de nous avoir invités aujourd'hui et le réseau PME Montréal pour l'organisation. Pour le déroulement des choses, on va faire une présentation autour de la logistique du commerce électronique. On aura la chance d'avoir le témoignage d'André d'Agatha Boutique. Vous avez dans votre écran en bas le Q&A que vous pouvez utiliser pour poser des questions. On va prendre vos questions à la fin de la présentation. J'ai aussi mon collègue Alexandre qui va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions live, puis le reste, on va le prendre à la fin. Je vous mentionne aussi que la présentation sera enregistrée. Donc, pour les personnes qui seront obligées de devoir nous quitter à un moment donné, on va pouvoir vous envoyer d'ici la fin de la semaine le lien pour revoir le webinaire. Parfait. Pour vous aujourd'hui, on a un menu assez varié. On va faire une petite introduction autour du commerce électronique. On va pouvoir par la suite analyser un peu la fonction logistique, puis c'est quoi son lien avec l'expérience client. On va par la suite parler du transport et des technologies et de leur importance dans le commerce électronique. On vous présentera à la fin le réseau PME Montréal, puis les services gratuits d'aide en logistique du commerce électronique. Puis à la toute fin, comme j'ai dit, on va pouvoir prendre vos questions et les adresser aujourd'hui avec André. Avant de pouvoir rentrer dans le sujet, j'aimerais d'abord me présenter. Je suis Souad Laïdi, directrice commercialisation des innovations en logistique et en transport chez PME Montréal depuis maintenant un an. Après une formation en ingénierie, en informatique, j'ai eu un coup de cœur pour la logistique. J'ai décidé par la suite de poursuivre des études en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Puis, il n'y a pas mieux que le terrain pour en apprendre davantage. J'ai eu la chance de travailler dans des entreprises spécialisées dans la distribution, des entreprises spécialisées dans la préparation des commandes et le transport des colis. Je m'occupais de la gestion des opérations et de l'expérience client ainsi que l'intégration des nouveaux clients dans ces centres. André, je te laisse te présenter pour nous aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous. En fait, me présenter,
je dirais d'une façon un peu créative, s'il y a 12 ou 15 ans, j'avais dit que je deviendrais un expert du e-com ou même dans le marché du bébé, tout le monde aurait ri. Mais ri. Ça, devenir rockstar ou astronaute, c'était à peu près sur le même pied d'égalité. Mais la vie en a fait ainsi. J'en ai développé une passion. J'ai commencé il y a quand même plusieurs années à faire du SEO pour la clientèle, de fil en aiguille. J'étais un gars qui avait étudié en marketing au HEC. Puis la vie a évolué pour m'emmener à travailler un peu sur le web, puis de plus en plus, jusqu'à me concentrer à 100% sur le e-com puis le retail de Agatha Boutique. Alors, c'est moi. Bienvenue parmi nous aujourd'hui, André. Merci. Avant de parler de la logistique du commerce électronique, ça serait intéressant qu'on parle d'abord du commerce électronique. Si on regarde les données de 2019 ici au Québec, d'après le CEFRIO, le total des achats en ligne ont atteint 12,45 milliards de dollars. Donc, 63% des Québécois ont effectué un achat en ligne en 2019. Donc, c'est une hausse de 19% comparé à 2018. Puis, le panier d'achat moyen a aussi augmenté. Il a augmenté de 9%. Là, on parle bien sûr avant la crise du COVID. Cette crise sanitaire a bouleversé le monde entier, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau économique. Puis, ces mesures de distanciation sociale qu'on doit respecter, puis la fermeture des magasins non essentiels ont complètement changé nos façons de faire, puis nos façons de magasiner. Puis, l'absentéisme, en fait, du magasinage physique nous a offert qu'une seule alternative, c'est le commerce électronique. Et si vous regardez, depuis le début de la crise, les entreprises qui étaient à la recherche continuelle d'associés pour pouvoir se joindre à leur centre de distribution, c'est les entreprises qui vendent en ligne. L'exemple qu'on voyait un peu partout, c'est Walmart et Amazon, ces géants de vente électronique. Donc, jusqu'à maintenant, il y a peu d'études qui ont été faites sur l'impact de cette crise sanitaire au niveau du Québec. Mais ce qu'on a pu vous trouver, c'est que le pourcentage des achats en ligne ont dépassé les 100% comparé à la même période l'année dernière. Puis on a vu aussi qu'il y a plusieurs entreprises qui ont décidé de prendre le virage numérique, surtout celles qui ont tardé à le faire. Vous comprendrez pourquoi on dit que la croissance du commerce électronique, elle est irréversible. Ici, bien sûr, c'est les données de 2019 de eMarketer qui prévoit que le pourcentage des ventes au détail d'ici 2023 va atteindre 15,1%. On dit qu'il est temps d'agir au Québec. Pourquoi il est temps d'agir? Parce qu'on est encore en retard. Pourquoi je dis qu'on est en retard? Parce que plus que 70% des achats effectués en ligne proviennent de l'extérieur du Québec. Vous pouvez me dire, 80% de nos entreprises ont un site web, mais malheureusement, il y a juste la moitié qui ont un site web transactionnel. Puis là, j'aimerais me tourner vers André. Avant de parler de la logistique, André, tu penses quoi de la situation actuelle? Puis c'est quoi ta vision par rapport au commerce électronique ici au Québec? Bien, en fait, chez Agathon, c'est toujours organisé pour s'adapter. Ça a été une de nos grosses forces. Plus on est petit, plus c'est facile. On a commencé avec beaucoup de possibilités d'adaptation. Fait que dès qu'il arrive un imprévu, on s'organise généralement pour le transformer en opportunité. Puis nous, ben, la crise de la COVID, outre toute la détresse que ça peut emmener, là, ben, chez nous, ça a été une opportunité d'affaires incroyable dont on a su bien profiter. En fait, je peux vous résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé. En fait,
dès que ça a commencé à se parler un peu plus ici au Québec, là, des premières contaminations et tout, c'était comme un jeudi, là, en tout cas, moi, j'ai commencé à allumer là-dessus un jeudi, puis le samedi 14 mars, j'avais déjà pris la décision de fermer les boutiques. On a 2 boutiques, donc une boutique de Montréal, à Ville-Montréal plus précisément, puis une boutique à Mirabel, parce que j'avais un feeling que ça allait se rendre plus loin, puis que de toute façon, on allait devoir fermer. Puis comme de fait, les commerces ont dû fermer le jeudi suivant, donc le 19 mars, où là, tout le monde était obligé d'être fermé, si je me souviens bien. Ouais. En fermant les boutiques, ce que ça a permis, c'est que ça nous a permis de rapatrier nos gestionnaires des boutiques pour les mettre au service à la clientèle, qu'on appelle, en fait, c'est notre département expérience client. Donc, on a mis nos gestionnaires au département d'expérience client pour faire passer ce département-là d'une personne à 5 personnes. On a rapatrié aussi une partie du staff qui travaillait dans les boutiques pour supporter l'équipe à la logistique pour la réception puis l'expédition des colis parce qu'on a toujours été en très forte croissance. Puis le printemps, pour nous, c'est une grosse période en partant. Alors, on s'est dit, bien, aussi bien être confortable et puis avoir des opérations ajustées. On a, dans tout ça, on a pris possession aussi. On a un peu exproprié notre propriétaire. Le local qui était juste à côté, c'était déjà dans les projets de prendre encore plus de place. On s'est organisé pour précipiter les choses, puis augmenter l'espace d'entreposage de 2000 pieds carrés supplémentaires, puis doubler l'espace de bureau, ce qui nous permettait à ce moment-là d'avoir des processus améliorés dans un contexte de distanciation. Ensuite de ça, on a aussi ajusté des stratégies sur le site pour favoriser le ramassage en magasin, mais surtout, on a vraiment ajusté nos stratégies marketing. Parce que pour nous, l'expertise qu'on donne en boutique, on fait beaucoup de ventes sur le web, mais on fait beaucoup de ventes en boutique aussi. Alors, on se disait, le besoin d'expertise est encore là, le besoin d'être conseillé, il est encore là. Alors, on a vraiment transformé notre marketing web pour l'orienter vers nos experts qui étaient au bout du fil, au téléphone, par courriel, sur Facebook, Messenger, tous les channels qu'on utilise régulièrement. Fait que c'est ça, on s'est adapté, puis le résultat de ça, de ces stratégies qui étaient grandement web, c'est qu'on a été extrêmement présent sur les réseaux sociaux à un moment où plusieurs entreprises avaient délaissé un peu, avaient un peu plus de difficultés à s'adapter. Fait qu'on a profité quand même d'une belle disponibilité sur les réseaux sociaux. La fidèle clientèle qui était pour la plupart confinée à la maison, qui avait envie de se divertir, pour plusieurs qui avaient envie de continuer de consommer, de se faire plaisir. Alors, ce que ça a donné, c'est que finalement, nos ventes non seulement se sont maintenues, mais on avait prévu 100 % de croissance par rapport à l'année précédente. Bien, on a dépassé notre 100 % de croissance. En fait, de mars, avril, mai, au total, on a fait une croissance de 226 %, je pense, par rapport à l'année précédente. Fait qu'on a vraiment surpassé nos objectifs de loin. Puis tout ça, en somme, parce qu'on était capable de s'adapter avec la réalité du web, en profiter, adapter la logistique, mais adapter les stratégies qui étaient liées au web. Et puis, ça a permis le web de rester en contact avec notre clientèle. Notre clientèle qui est contente de vivre l'aventure, puis qui est contente de vivre l'aventure Agatha, qu'elle soit adaptée sous une forme ou sous une autre. C'est ça, sous une forme ou une autre. C'est ce que le web nous a permis pendant la crise de la COVID. Donc, si tu veux, c'était comme avantageux pour Agatha Boutique. Vous avez été rapide pour choisir le petit entrepôt à côté. Vous saviez que vous auriez des demandes pour votre service à la clientèle. Donc, vous avez mis plus de monde. Vous avez mis plus de monde aussi au niveau des opérations. Donc, oui. En fait, dit comme ça, c'est sûr que quand je le résume comme ça a l'air simple, ça a l'air d'être tout bien planifié puis d'avoir tout bien fonctionné. Dans la réalité, c'est qu'on a travaillé 7 jours sur 7,
une grosse partie de l'équipe. On a vécu la crise sanitaire d'une façon différente des autres parce qu'on était dans une bulle qui était très différente de celle vécue dans les médias. Fait que, oui, ça a été un gros choc, mais c'était pas la première fois où on devait s'adapter rapidement. C'était certainement la fois la plus majeure. Mhm. Mais je crois que d'avoir été déjà confortable avec le web, le e-com, ben oui, dans ce contexte-là, ça a été un atout majeur. On n'est pas les seuls à s'être bien revirés, mais c'est ça, ceux qui l'ont fait en ont très probablement profité ou se sont retrouvés dans une meilleure situation que d'avoir tout simplement attendu. Parfait, merci André. On va revenir sur quelques détails que tu as mentionnés, comme le service de cueillette que tu as offert en magasin, puis comment tu t'es débrouillé côté logistique. Ça me ramène au prochain point, la fonction logistique. Pourquoi on est là pour parler de la logistique du commerce électronique? Parce que les coûts logistiques représentent entre 8 et 15% du chiffre d'affaires d'une entreprise. On s'entend bien que si ils ne sont pas bien gérés puis maîtrisés, ça peut affecter négativement vos profits. Donc là, on parle des coûts de préparation de commandes, on parle des coûts d'entreposage, des coûts de transport, la détention du stock dormant. Et ici, si on veut vous expliquer un peu, c'est quoi déjà une chaîne de valeur? Si on regarde par exemple l'exemple d'Agatha Boutique, on est sur leur site web, on veut acheter un chandail pour bébé. Donc, une fois qu'on a fait toutes les recherches sur le site d'Agatha Boutique, on a trouvé le bon chandail avec la bonne couleur, la bonne grandeur. On a fait notre paiement en ligne. On a validé, on a reçu le courriel de confirmation de commande. L'entrepôt reçoit instantanément la commande. Il y a déjà un commis d'entrepôt qui peut commencer à préparer le colis. Donc, il va aller chercher le bon produit dans l'entrepôt, le mettre dans la bonne boîte, puis le donner au transporteur qui va s'assurer d'expédier ces articles-là vers le consommateur final qui va prendre par la suite la décision de garder sa commande parce qu'il l'aime ou pour une raison quelconque, il va considérer le retour. Donc ici, comme j'explique un peu la chaîne de valeur logistique, elle peut paraître simple, mais pourquoi on dit qu'elle est complexe? On dit qu'elle est complexe parce qu'on a besoin d'un investissement technologique pour pouvoir recevoir votre commande dans l'entrepôt. On a besoin de la technologie aussi pour faire le prélèvement de la commande. On a besoin d'avoir négocié une entente avantageuse avec le transporteur pour livrer le colis. On a aussi besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour minimiser le nombre d'erreurs dans les commandes. On a aussi besoin d'une stratégie ou d'une politique de retour solide pour en même temps répondre aux attentes du consommateur et ne pas faire de pertes graves dues au retour. Donc ici, ce qu'on vous montre, c'est les enjeux logistiques qui ont été communiqués par les entreprises à cause de leurs activités en commerce électronique. On dit que nos PME disposent d'une faible maturité logistique en commerce électronique parce que ça demande des investissements énormes. C'est difficile, c'est complexe d'assurer en fait une fluidité dans tous les processus de la chaîne de valeur logistique. Donc, la barre est haute pour nos PME, puis une grande majorité ont une difficulté en fait à survivre. Les attentes des consommateurs changent continuellement, puis on voit qu'ils comparent les services de nos petites PME à ceux, par exemple, reçus ou offerts par Amazon. Ici, je mentionne Amazon André parce que on peut voir que sur le site d'Amazon, il y a certains produits qui coûtent, par exemple, 15 $, puis la livraison est
offertes gratuitement, que les retours sont gratuits. Donc, nos PME, leurs standards ont changé. On est sur le site web d'une petite PME québécoise qui a de la difficulté à assumer ses frais de transport, mais on dit, mais pourquoi Amazon ont offert la livraison gratuite, par exemple, pour un produit à faible coût, puis nos PME ne peuvent pas le faire. Donc, je me tourne vers toi cette fois-ci pour te poser la question. À quel moment Agatha Boutique a eu des problèmes, puis vous vous êtes dit, mais on ne peut pas continuer de cette façon, sinon on risque de perdre notre entreprise. Puis à quel moment la réponse était, ah, c'est dû à la logistique, je dois revoir ma logistique, je ne peux pas continuer comme ça, Ouais. sinon les problèmes vont En augmenter. fait, soit tu as envie de me faire souffrir puis de me ramener dans un cauchemar. Tu as insisté beaucoup sur Amazon puis les frais de livraison. Ça aussi, c'est un enjeu. Ça me fait plaisir de le détailler un peu plus tard parce que c'est un enjeu pour nous, mais j'ai vécu beaucoup plus grave côté logistique. En fait, ouais, je vais vous raconter ça. On a deux. On s'entend là, qu'on parle de e-com, mais le e-com peut être intimement lié aussi avec le reste de l'entreprise. Et puis actuellement, on a deux boutiques physiques, une à Mirabel, une à Ville-Mont-Royal. Puis celle de Ville-Mont-Royal, c'est tout nouveau de novembre dernier. Donc, pour nous, c'était notre première vraie grosse boutique. Là, je vous mets en contexte, puis je vais vous expliquer par rapport à la logistique. C'était la première vraie grosse boutique qui avait demandé beaucoup de ressources, beaucoup de réflexion. C'était la boutique concept d'Agatha sur laquelle on avait travaillé depuis des mois et des mois, avec un peu de retard sur le plan de match pour la construction. L'ouverture, finalement, s'est faite le 14 novembre. Donc, c'était notre premier très gros projet physique. C'était notre première situation où on avait un inventaire multiple. Donc, de l'inventaire au centre opérationnel. Avant, bon, il y avait de l'inventaire aussi dans la boutique de Mirabel qui est liée. C'était facile à gérer. Mais là, on se retrouvait vraiment avec un deuxième inventaire complètement détaché de notre centre opérationnel. Une équipe agrandie. Du temps consacré aussi de la part d'Agathe, ma partenaire, et moi, puis de d'autres gestionnaires, un temps incroyable investi sur ce projet-là, avec moins de temps pour superviser l'évolution de la logistique. Puis en même temps, dans ce mois-là, ben, le Black Friday tombait le 29 novembre. Alors, le Black Friday, pour nous, comme plusieurs commerçants, c'est vraiment devenu le plus gros moment commercial de l'année. Année après année, c'est toujours notre plus gros mois. On avait bien préparé notre marketing pour le Black Friday parce que ça, c'était un peu plus du volet d'Agathe et moi. Et puis quand on a fait... En fait, le résultat, c'est que quand on a fait le lancement de la boutique, ça a été un méga wow live. Ça a été un méga wow sur les réseaux sociaux. Les ventes ont été au rendez-vous. Puis là, on s'entend là, dans un contexte de novembre, la clientèle est prête, la clientèle est mûre, veut profiter du contexte du Black Friday. Ça se parle dans les médias. C'est très propice à vendre. Donc, c'est très propice à avoir un gros volume. Alors, tout ça est arrivé comme prévu. Le volume de vente était là. Le volume de colis à traiter était là. Mais assez rapidement, les opérations, l'équipe qui s'occupe de recevoir la marchandise, de la traiter et surtout de gérer toutes les expéditions, là, ils ont commencé à perdre le contrôle. Ils ont commencé à perdre le contrôle dans un moment... En fait, à chaque Black Friday, c'est toujours notre plus gros moment à vie. Donc, c'était un autre de nos plus gros moments à vie. Quand je parle de perdre le contrôle, ça ressemble à quoi? En fait, il faut que je vous illustre. Là. Comment ça se passe? C'est que les gens, on imprime toutes les commandes et puis ben, les membres de l'équipe partent avec leurs feuilles, puis cherchent dans l'entrepôt qui est bien classé en général, cherchent les produits, rassemblent les produits pour chacune des commandes, font l'emballage. Mais dès qu'il y a un produit qui est manquant, commencent à le chercher
parce que si l'inventaire dit qu'on en a un, ben on en a un. Fait que là, ils cherchent dans l'entrepôt. Ils ne trouvent pas dans l'entrepôt. Ils demandent de chercher dans l'entrepôt de Montréal ou sur le plancher de Montréal. Alors, pour un produit manquant, il y a tout un système de recherche qui se met en place automatiquement parce que le produit est supposé être là. Si on ne le trouve pas, ben ça se retrouve au service d'expérience client qui, là, va contacter le client qui a passé la commande pour valider avec lui, bon, ben est-ce qu'on rembourse? Est-ce qu'il désire l'échanger pour une autre couleur, un autre produit? Bref, il faut gérer la situation pour s'assurer que le client vive une expérience à la hauteur de ce qu'on souhaite offrir à l'habitude. Ça, pour une erreur, c'est correct, mais pour des centaines d'erreurs par jour, c'est une catastrophe parce que là, ça fait plusieurs employés qui se promènent partout. Donc, des employés qui errent un peu n'importe comment dans l'entrepôt à la recherche de produits qui sont peut-être là, peut-être pas là. Un service d'expérience client qui est complètement submergé à un moment où il y a des questions, il doit conseiller des clients, il a comme rôle de guider pour favoriser des ventes. Puis là, il se retrouve submergé par des cas à gérer dus à des problèmes d'inventaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les processus, la mécanique implantée pour gérer le double inventaire, puis les processus implantés pour, c'est ça, pour faire les transferts entre les boutiques, pour recevoir les produits. On a découvert beaucoup de lacunes. On n'avait pas nécessairement bien compris à l'interne comment certains volets de ces systèmes-là fonctionnaient. L'équipe, des fois, n'avait pas bien compris certains processus. Bref, chaque erreur d'inventaire nous a coûté beaucoup, beaucoup de temps. En bout de ligne, le résultat final de tout ça, c'est qu'on a presque atteint nos objectifs de vente parce qu'on s'entend que quand il y a une situation comme ça qui se vit dans l'entreprise, ben même des gens de l'équipe marketing sont descendus pour aller prêter main forte. Les dirigeants sont descendus pour aller prêter main forte. C'est principalement Agathe, ma partenaire, qui a pris le contrôle des opérations à ce moment-là pour jouer le chef d'orchestre, s'assurer que tout le monde était à la bonne place, que tout le monde faisait chacun la bonne action. Elle s'est assurée de chercher les lacunes majeures puis de développer des processus pour répondre aux besoins dans l'urgence. Alors, c'est ça. Ça a ralenti le processus qui a ralenti un peu nos ventes. En bout de ligne, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas vécu l'expérience qu'on souhaite offrir. Ça a généré une partie d'insatisfaction qui vient toujours nous briser le cœur, qui a même affecté. On a eu des évaluations qui étaient justifiées, des évaluations qui n'étaient pas des 5 étoiles. Ouais. En fait, il faut être humble là-dedans. Ça nous touche, on fait notre possible, c'est extrêmement important pour nous. Mais ça, il fallait vraiment en tirer une leçon. Puis en bout de ligne, notre mois de novembre puis notre mois de décembre ont écopé parce que c'est des mois où on aurait dû être extrêmement profitable, puis on ne l'a pratiquement pas été. Et puis, depuis ce temps-là, parce que là, ça fait déjà 7 mois, on a pris conscience assez rapidement du problème. Sur le champ, on le voyait bien. Sur les chiffres, on l'a vu dès début janvier. Ouais. Et puis là, on a commencé à mettre beaucoup, beaucoup d'efforts qui n'étaient pas des efforts dans l'urgence. Là, c'était devenu un plan de match pour ne plus jamais revivre ça. Et voyez-vous, en fait, 7 mois plus tard, la situation n'est pas parfaite. On est encore dans l'évolution de ce plan-là. Sommairement, l'adaptation de nos processus a fait qu'on est capable de traiter à peu près 2 fois plus de colis par employé qu'avant. Ensuite de ça, la précision de l'inventaire actuellement, elle est extrêmement grande. Dès qu'il y a une erreur d'inventaire qui est soulevée, on investigue pour voir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient d'un problème dans notre mécanique?
Est-ce qu'elle vient d'une lacune dans nos processus? Est-ce qu'elle vient d'une erreur humaine? Est-ce que cette erreur humaine-là peut être évitée? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour le faire? Donc, c'est un processus qui est quand même assez long à faire pour faire le tour puis vraiment bien améliorer. Sommairement, on utilise à peu près la même technologie qu'on utilisait. C'est juste que cette technologie-là, aujourd'hui, elle est beaucoup mieux comprise, beaucoup mieux utilisée. Le processus aussi de formation des employés qui travaillent à la logistique a été vraiment bonifié pour être capable d'introduire des gens efficacement et qu'ils aient des consignes qui sont réalistes à suivre. Que le workflow soit intéressant pour tout le monde. Puis aussi, dans les adaptations qu'on a faites, on est en train de finaliser une application custom qu'on se bâtit pour nous, qui va vraiment être notre outil principal pour répondre à nos besoins particuliers qui étaient traités manuellement avec du papier. Donc, on est en train de finaliser l'informatisation. C'est bête, hein, un e-com. On se dit un e-com, tout est automatisé, tout est informatisé, mais il n'y a jamais un service qui fait tout. Alors, on finit toujours par avoir un besoin particulier qui oblige de développer ou de pallier. Fait que ça va grandement améliorer le processus de traitement des commandes. On va commencer à l'utiliser d'ici quelques jours. Ça va, même si ce ne sera pas parfait, parce qu'il faut avoir des attentes réalistes, ça va aider les achats, ça va aider le service expérience client. Bref, ça va être une sécurité. C'est très intéressant ce que tu mentionnes, André, puis tu mentionnes bien les défis que nos PME rencontrent au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, vous faites des formations, tu as mentionné la technologie, tu as mentionné aussi comment on peut gérer la demande croissante. Donc, comment tout ça affecte à la fin l'expérience client. Donc, vous faites tout ce travail en amont pour pouvoir livrer le produit au consommateur. Puis, le fait que votre service client, par exemple, prenne le téléphone puis qu'ils disent « Désolé, on ne trouve pas le produit, on vous offre une autre couleur. » Si le client aime vraiment cette couleur-là, ben là, vous n'aurez pas le 5 étoiles, malheureusement, que tu mentionnais tout à l'heure. Donc, ça va être une attente d'un consommateur tout heureux qui voulait recevoir la commande. Puis après ça, ben, désolé, on n'a plus ton produit. Donc, ces points-là, on va aller plus en détail par la suite. Donc, je veux juste amener une espèce de précision par rapport à la logistique. C'est que quand la logistique est bien faite, on l'oublie pratiquement. Puis quand il y a un problème à la logistique, ça devient automatiquement l'irritant majeur qui crée de la pression partout. Exact. En fait, l'équipe s'est épuisée, incluant les dirigeants. Il y avait de la friction dans l'entreprise. C'est toutes des choses qu'on n'avait jamais vécues. Ça a affecté les chiffres négativement, alors qu'aujourd'hui, 7 mois plus tard, ben, on y met autant de passion et d'énergie pour le bonifier, mais on a compris l'importance de jamais retourner dans une situation hors contrôle comme ça, parce que ça met de la pression sur tous les départements. Oui. Alors, c'est ça. C'est un bon témoignage, André, puis merci d'avoir partagé cette crise, si on veut dire, du Black Friday d'Agatha Boutique. C'est sûr que ça démontre ce qui se passe en arrière-plan, ça démontre ce qui se passe dans les coulisses, en fait, du commerce électronique. Les ventes, vous expliquez clairement que oui, c'est très important d'avoir un site web transactionnel. Les ventes, si on investit dans le marketing, les ventes vont se faire naturellement, mais les commandes ne vont pas être envoyées automatiquement. Donc, exact. Il y a du travail qui doit être fait en amont. Oui, puis il doit y avoir un équilibre dans la croissance qu'on a eue depuis 8 ans, je crois. Il y a toujours un léger débalancement entre soit le marketing qui est trop fort pour les opérations ou les opérations qui sont bien rodées, puis que là, le marketing a besoin de pousser un peu plus la machine. Donc,
Ça, c'est pour toutes les entreprises, à mes yeux, d'essayer de maintenir ce bon équilibre-là. Puis c'est même déjà arrivé c'est arrivé dans les dernières semaines, de juste choisir de ralentir le marketing, mettre moins de pression sur l'équipe des opérations pour s'assurer qu'ils ne perdent pas le contrôle. Et puis, Exact. de mettre les éléments en place pour justement les solidifier, puis par la suite, réouvrir la machine marketing. Ça, c'est important d'avoir une bonne communication à l'interne pour éviter trop de pression inutile. Parfait. Donc, merci beaucoup, André. Très beau témoignage. On va aller, comme j'ai dit, plus en détail sur les solutions. On est curieux à savoir comment vous avez réglé quelques petits problèmes chez Agatha. Tu as bien mentionné l'expérience client, puis tu as fait une belle introduction à notre prochaine slide, comment la logistique, elle affecte notre expérience client. Pourquoi? Parce que assurer en fait une satisfaction de la clientèle à chaque étape de son parcours d'achat en ligne est vraiment un défi pour nos entreprises. Ici, la gratuité du service de livraison est celle qui est sortie le plus dans un sondage qui a été mené par le CEFRIO. Donc, elle a un impact direct sur l'acquisition et la fidélisation de la clientèle. Regardez ici, le pourcentage, il est élevé. 80% des clients veulent la livraison gratuite. Et on a aussi un autre pourcentage qui est 32% des acheteurs en ligne qui ont répondu que les délais de livraison influençaient leur décision d'achat. Puis un autre pourcentage que j'aimerais aussi mentionner, c'est une étude qui a été aussi faite par Post Canada. 80% des Canadiens ont mentionné qu'ils ne vont plus jamais magasiner chez un détaillant qui aura offert une mauvaise expérience. Donc ici, quand on parle, comme je disais tout à l'heure, de gratuité, on peut tous penser à Amazon qui offre la livraison gratuite, puis qui a changé les normes de l'industrie pour nos petits commerçants qui ne peuvent pas se le permettre. Donc oui, la livraison gratuite réduit en fait le taux d'abandon, mais si on n'est pas capable de le faire, peut-être l'offrir juste à quelques moments de l'année. Tu mentionnais tout à l'heure l'importance du Black Friday. Donc, on peut penser au Black Friday, on peut penser à Noël, on peut penser à la fête des mères, la fête des pères. Donc, les pics de commandes. Ce qu'on ne doit pas aussi oublier, et puis je l'ai mentionné en bas en rouge, laisser le client décider car la rapidité surpasse des fois la gratuité de la livraison. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas toujours croire que le client veut une livraison gratuite. Une livraison gratuite, c'est un service de colis accéléré. On va recevoir notre commande, par exemple, entre 3 et 5 jours. On doit aussi penser aux acheteurs de dernière minute, ceux qui ont oublié, par exemple, d'acheter un cadeau pour la fête des mères, puis qui veulent le recevoir demain ou après-demain. Donc, ça serait intéressant qu'on pense à ces acheteurs-là, puis qu'on introduise la livraison express, puis qu'on facture pour ça. Donc, le profit qu'on va faire avec la livraison gratuite peut compenser un peu la gratuité du service de livraison qu'on offre d'habitude. Ici, sur cette prochaine Tu veux dire, slide, soit si on utilise un service accéléré puis qu'il y a des clients qui paient plus pour le service accéléré, ça va compenser pour certaines livraisons gratuites qui sont à perte. C'est ça que exactement, OK, exactement, exactement. Merci. Si on veut voir c'est quoi les stratégies qui s'offrent à votre entreprise, des stratégies de livraison que vous pouvez offrir à vos clients. Donc, j'ai mentionné la livraison gratuite. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous pouvez offrir la livraison gratuite à partir d'un seuil minimum. Donc, le client va toujours acheter quelques unités avant d'atteindre ce seuil. Vous aurez assez de marge pour compenser ou pour payer vous-même cette livraison-là. Une autre option qui s'offre à vous, c'est le fait d'inclure les frais de livraison dans le prix du produit.
Et là, il faut faire attention à cette stratégie parce que votre produit doit être vraiment un produit unique pour pouvoir se le permettre. Si on ne va pas trouver votre produit nulle part, ben à ce moment-là, ça serait judicieux d'inclure les frais de livraison dans le prix du produit, puis de donner l'impression que la livraison, elle est gratuite. Par contre, si votre produit est offert chez votre compétiteur, ben là, n'oubliez pas que les clients comparent les prix des produits, puis comparent les frais de livraison avant de valider leur achat. Une autre option aussi qui s'offre à vous, si vous n'êtes pas capable de payer du tout les frais de livraison, ben, il suffit juste de les afficher. En fait, il faut être, ce qu'on essaie de communiquer ici, c'est la transparence. Soyez transparent avec vos clients. Affichez les frais de livraison sur votre site web. Si vous remarquez que le taux d'abandon est vraiment élevé à cause de la livraison, à cause des frais de livraison, ben, essayez de les partager avec le client. Puis une autre option qui est offerte, c'est la cueillette en magasin. C'est une option gratuite pour les commerçants et une option gratuite pour les cyberacheteurs. Donc, le message, les clients comparent toujours les offres de frais de livraison avant de faire un achat. Donc, pensez à votre stratégie, analysez vos coûts, regardez ce qui va marcher le plus pour votre entreprise. Est-ce que vous êtes capable de vendre à profit? Puis si vous n'êtes pas capable de le faire, faites vos calculs pour pouvoir trouver votre seuil minimum ou bien partager les frais avec les clients. Donc, comme je mentionnais, la politique de livraison doit être bien claire sur votre site web. Donc, par exemple, mettez-la en haut de la page ou bien dans les FAQ. Soyez clair à chaque étape du checkout. Communiquez les frais, ne les cachez pas. Puis, si jamais le client doit payer pour des frais, mentionnez-les dès le départ. Ici, on a pris un petit message qu'on a trouvé sur Facebook d'une cliente qui dit parmi les irritants du commerce électronique, les frais de livraison seront calculés à l'étape suivante. Donc, c'est vrai, elle a raison. Pourquoi? On est sur un site web, on cherche l'information sur les frais de livraison, on nous dit qu'ils seront calculés à l'étape suivante. On ne sait pas, est-ce que si on rajoute des articles à notre panier, est-ce que les frais de livraison vont augmenter à cause du volume de la commande et à cause des coûts de transport qui vont devenir plus chers? Ou bien le commerçant nous encourage à acheter plus, puis les frais de livraison vont baisser. Donc, ce n'est pas clair, on abandonne tout de suite l'achat. Ici, juste pour vous montrer la clarté de la politique de livraison, ici, un petit exemple d'Altitude Sport. Une fois qu'on ouvre sur leur site web, c'est bien écrit en haut de la page, livraison gratuite dès 49 $ d'achat. Donc, c'est clair. Une autre politique de livraison qui est aussi claire, c'est la politique d'Agatha Boutique. Ici, vous voyez, la livraison est gratuite sur tout achat de 50 $. Pour les commandes en bas de 50 $, il y a des frais de livraison de 5 $. Et il y a même aussi l'option qu'on mentionnait tout à l'heure de ramassage gratuit en magasin. Donc, ici, André, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment vous gérez ce mix d'options de livraison, puis comment vous avez décidé du 50 et du 5 $, s'il te plaît. Oui, en fait, ça fait déjà probablement 7 ans qu'on utilise la même stratégie. C'est quand même surprenant qu'on ait choisi de ne pas l'ajuster depuis. Je pense qu'on était tombé sur quelque chose qui nous plaisait à l'époque puis qui nous plaît encore, mais pourquoi c'est ça, puis pourquoi ça le reste, du moins pour les prochaines semaines ou probablement les prochains mois, c'est... Dans le contexte, nous, on vend des produits qui sont, en quelque sorte, les mêmes produits vendus ailleurs. Donc, on fait une sélection, mais ce qu'on vend, ce n'est pas
nos propres produits, à part certains produits conçus par Agatha, mais on est des revendeurs. Donc, si on est des revendeurs, ils peuvent être vendus chez nos clients en boutique, en ligne, peu importe le concurrent. Alors, les gens en ligne sont très sensibles au prix. En fait, je partirais même d'un autre sens. Quand on parle de livraison gratuite, je ne vois plus ça comme un avantage concurrentiel. Les gens le perçoivent plus comme un acquis ou comme un dû. Donc, à moins d'être dans un contexte très spécifique où le produit est lourd et rare ou quoi que ce soit, ben oui, effectivement, on en parlait tantôt, Amazon a transformé le commerce en ligne. Puis dans cette transformation-là, ben oui, la facilité d'acheter n'importe quel petit produit et d'avoir des grandes chances de l'obtenir à la maison, à la porte, gratuitement, ben les clients ont bien assimilé ça et s'y attendent. Donc, le scénario où quelqu'un achète un produit à 50 $ ou plus chez nous, ben, je peux difficilement choisir d'inclure le prix du shipping dans un prix qui serait gonflé. Parce que si le prix de mon article X se vend 7 $ de plus que chez mes concurrents, ben, les gens ils ont beau nous aimer, la clientèle a beau nous être fidèle, tout le monde, la majorité des gens sont quand même très, très, très sensibles au prix. Alors, on ne peut pas inclure ça dans notre prix global. Si j'augmentais mon seuil minimum de 50 $ à 75 $, bien, probablement que j'augmenterais ma valeur moyenne de commande parce qu'il y en a beaucoup qui essaieraient d'obtenir la livraison gratuite en ajoutant un article ou un autre. Mais dans un contexte où notre panier moyen en ligne est à peu près un peu plus de 200 $, bien, ça touche quand même pas la majorité de nos clients. Puis d'un autre côté, il y a un autre 15 % de notre clientèle, de nos commandes web, qui sont de moins de 50 $. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de trouver l'optimum qui va plaire aux clients, puis l'optimum qui va rendre notre modèle viable. Donc, ce qui se passe présentement, c'est tout simplement quand la personne achète pour plus de 50 $, bien, on accepte de faire une perte, on appelle ça la perte sur l'expédition. Donc, le 7, 8, 10 ou 12 $ de shipping, ou plus si c'est un produit plus gros, plus volumineux, bien, on le prend tout simplement dans nos marges bénéficiaires. Donc, oui, ça réduit nos marges bénéficiaires. Pour les commandes de moins de 50 $, bien là, si le fait d'avoir un frais fixe de 5 $, ça simplifie le message. Quand tu parlais, Souad, tantôt, d'avoir une politique claire, bien, le 5 $, je peux facilement l'illustrer, puis les gens peuvent rapidement se dire « OK, est-ce que ça vaut la peine pour moi de faire l'achat chez Agatha puis de payer 5 $ pour mon shipping de mon petit article ou j'ajoute quelque chose dans mon panier pour profiter de quelque chose de plus et d'avoir l'équivalent de la livraison gratuite. » Ce que ça fait pour nous, le 5 $, c'est que ça partage un peu le coût avec le client pour que le client vive une expérience intéressante et que nous, le modèle soit viable. Fait que c'est tout simplement un bon partage. Là, après ça, il pourrait y avoir le cas de figure où on enlèverait l'achat minimal pour se dire « Ah, ben, je vais concurrencer Amazon, par exemple. » Alors, je pourrais dire que tous les achats faits chez Agatha sont en expédition gratuite. Ce que ça emmènerait comme effet, certainement que j'augmenterais le nombre de commandes à traiter. Est-ce que j'augmenterais le volume total vendu? Peut-être pas, ou peut-être pas tant que ça. Par contre, je vais créer des défis à mon service d'expédition dû à un nombre de commandes élevé et des commandes pour lesquelles la profitabilité n'est plus là, ne serait presque plus là ou même à perte. Donc, de choisir un setup d'expédition qui génère des pertes continuellement, bien là, le modèle
serait moins viable. Alors, ce serait un très gros risque pour nous de tout simplement laisser aller, que le shipping soit gratuit. Même dans les périodes promotionnelles comme Black Friday puis tout ça, justement, pour nous, c'est extrêmement important que le panier moyen reste élevé, que les gens choisissent de consommer chez nous une plus grosse commande parce qu'ils en font juste une dans le mois, puis ils feront un repeat la prochaine fois. Mais dans notre contexte, c'est comme ça qu'on l'a toujours confirmé après année que ça devait rester dans ce modèle-là. Puis, on oriente plus vers des façons d'optimiser. Parce que tu en as parlé tantôt, le ramassage en boutique, ben, ça répond à deux besoins chez le client. Ça répond au besoin de l'avoir rapidement, surtout dans le contexte où tous les transporteurs sont complètement débordés actuellement. Donc, le ramassage en boutique répond aux besoins de rapidité du client et il laisse quand même une marge bénéficiaire plus importante pour le marchand. Tantôt, tu disais que c'était gratuit pour le commerçant. Oui, en quelque sorte, mais ça demande quand même une infrastructure, ça demande des adaptations, de la main-d'œuvre. C'est jamais gratuit, mais assurément que c'est plus profitable pour nous que d'expédier tous les colis. Exact. Aussi, il y a des stratégies pour faire des ventes croisées, proposer des produits ou avoir une expérience d'achat qui va favoriser que les gens aient un panier avec plusieurs produits qui totalisent plus de 50 $. Ça aussi, ça fait partie de l'optimisation. Puis il y a aussi le volet de se concentrer à générer un volume, parce qu'on ne se le cachera pas, quand on commence à faire du e-com, les tarifs qui sont proposés par les transporteurs, bien, sont moins intéressants que quand on a un volume déjà établi. Donc, la course au volume dès le départ fait quand même partie de la stratégie pour diminuer le coût unitaire de chaque expédition. C'est un peu les trois volets qu'on favorise à l'interne pour optimiser nos dépenses d'expédition parce que ça représente en moyenne 8 de nos en fait, il y a 8 d'une vente brute sur une vente web en moyenne qui va juste pour l'expédition dans notre contexte. Alors, c'est important de le contrôler puis de le minimiser si on est capable. Ben oui, puis l'option que tu mentionnais de la cueillette en magasin, on a remarqué aussi qu'elle devient de plus en plus populaire parmi les détaillants parce que ils espèrent que le client se déplace dans le magasin pour faire des ventes additionnelles. Il y a des détaillants maintenant qui mettent les points de pick-up de leur commande au milieu du magasin pour obliger un peu le client à prendre une ou deux unités le temps de se rendre au point de pick-up. Puis le pourcentage, je n'ai pas vu le pourcentage au Canada, mais le pourcentage aux États-Unis, imagine 80% des personnes qui ont choisi la cueillette en magasin ont acheté un ou deux produits le temps de supplémentaire. Se rendre. Exactement. En fait, il faut prendre aussi en compte le contexte de la COVID qui est encore présent, où présentement, la majorité des commerçants que je connaisse, puis nous aussi, c'est un principe adapté pour un ramassage sécuritaire. Donc, quand les gens arrivent, il y a toute une procédure, ils nous textent leur nom, leur numéro de commande, il y a quelqu'un de l'équipe qui sort, qui met ça directement dans la voiture. Donc, ça répond à un besoin supplémentaire, un besoin qui est nouveau, d'avoir l'efficacité, mais aussi la sécurité. Puis nous, ça ne surcharge pas les boutiques parce que actuellement, ils fonctionnent principalement sur rendez-vous pour éviter qu'il y ait des line-up. Tout est orienté vers l'expérience client. Alors, de surcharger la boutique avec des gens qui viennent pour faire leur pick-up, oui, ça mènerait à des upsells, mais dans l'ensemble, on ne serait pas en mesure actuellement d'offrir ce que notre clientèle mérite. Fait que c'est contextuel de mettre ça dans un centre de magasin. C'est une belle façon d'optimiser. Actuellement, c'est un peu délicat. Ben oui. En espérant que ça s'améliore dans le futur. Mais j'ai testé le service pick-up André d'Agatha Boutique. J'étais une cliente secrète. C'était rapide. Effectivement, tu textes
le nom puis le numéro de la commande. Puis dans les minutes qui suivent, la commande est déposée dans l'auto. Donc, Ouais. c'est rassurant pour le client, puis c'est sécuritaire. Génial. En fait, je suis bien content. On focus à l'interne, on focus beaucoup sur toutes les frictions, les irritants, les problèmes. Mais oui, quand on prend du recul dans l'ensemble, c'est bon d'entendre. En fait, c'est ça. On focus sur tous les problèmes. Puis avec du recul, ben, on se rend compte que c'est l'énergie mise sur les problèmes qui fait que la très grande majorité passe dans un contexte parfait d'expérience comme nous on le voit, comme nous on le souhaite pour tous nos clients. Parfait. Merci André. On a parlé de la politique de livraison, mais là, on va parler d'un mal nécessaire en commerce électronique, c'est la gestion des retours. Et j'évite ta réaction. Mm-hmm. Comme je mentionnais tout à l'heure, 80% de nos Canadiens vont plus jamais remagasiner chez un détaillant qui leur a offert une mauvaise expérience de retour. Puis, c'est psychologique. 74% des Québécois trouvent qu'il est important de pouvoir retourner un article acheté en ligne. Et 62% des Canadiens vont même abandonner un panier d'achat parce que la politique de retour, elle est insatisfaisante. Donc, les pourcentages sont vraiment énormes. Ce qu'on dit ici aux commerçants, c'est de créer une politique de retour qui va répondre aux attentes des consommateurs et il faut devoir les rassurer. En fait, si on achète toujours, pas avec l'intention de retourner le produit, mais on veut quand même être rassuré. On veut dépenser notre argent tout en sachant que si le produit ne fait pas, si on n'est pas satisfait de la couleur, de la grandeur, on veut être capable de retourner le produit. Donc, ce qu'on dit aussi aux e-commerçants, c'est de profiter de l'information qu'on peut ramasser de nos cyberacheteurs. Toujours informez-vous sur la raison du retour. Probablement, si vous voyez que vous avez un pourcentage élevé de retour juste sur un seul produit, essayez de s'informer auprès de votre client. Pourquoi il a retourné l'article? Peut-être qu'il faut juste faire des petits gestes de notre côté. Peut-être qu'il y a juste une description qu'il faut modifier sur le site web pour que ça soit plus clair pour le consommateur avant qu'il fasse un achat. Ici, pour les stratégies de retour, il y en a aussi pas mal. Il y a les retours gratuits en tout temps. Puis, comme la livraison, si on n'est pas capable d'assumer ces frais de retour, il y a des détaillants qui chargent des frais de remise en inventaire parce que la logistique en arrière, elle est aussi compliquée. Pour le transport, il y en a qui chargent aussi pour les frais de transport des retours. Donc, vous pouvez toujours retourner un produit, c'est autorisé, mais vous allez payer pour les frais de transport. Il y a des détaillants qui ont choisi l'autre option qui est commune aussi, c'est les échanges. Si vous n'êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez l'échanger, mais vous ne pouvez pas avoir le remboursement. Pourquoi? Parce que ces détaillants, une fois qu'ils ont fait une vente, ils ne veulent pas la perdre. Donc, il y a juste les échanges qui sont permis. Mais si vous essayez, par exemple, de dire, ben, moi, j'aime pas le produit tout court, je veux rien acheter. Pour le moment, on est capable de vous donner, par exemple, une carte cadeau pour un futur achat. Mais l'important, c'est de ne pas perdre la vente. J'ai laissé le dernier point à la fin concernant les étiquettes de retour parce que c'est mitigé. Le pourcentage des clients qui ont retourné un achat en 2019 au Québec représente 37-38%. Donc, c'est très important de pouvoir gérer cette fonction. Ceux qui veulent qu'une étiquette de retour soit incluse dans la boîte d'expédition, environ 28%. Là, je me base sur les données encore de Post Canada qui ont fait de belles études sur ce sujet-là. Il y a des détaillants qui ont choisi d'inclure des étiquettes de retour. Pourquoi?
pour faciliter un peu la tâche au consommateur. Tu n'aimes pas ton produit, pas la peine de nous contacter, il faut juste le remettre dans sa boîte originale, coller l'étiquette de retour, puis le déposer dans un bureau de poste. Il y en a qui croient aussi que ça encourage les retours, ça augmente le pourcentage. Donc, j'aimerais bien offrir le retour pour mon consommateur. Ça va être gratuit, c'est rassurant, mais pour pouvoir le retourner, il faut envoyer un courriel au service client ou bien il faut même prendre le téléphone, attendre qu'on vous réponde, qu'on vous envoie une étiquette de retour pour pouvoir le faire. Donc là, le client, il est obligé de penser, est-ce que ça vaut la peine d'envoyer un courriel, d'attendre une réponse? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'attendre au téléphone pour l'étiquette de retour? Donc, il commence à repenser avant de faire son retour. Donc, ça, c'est une stratégie aussi pour certains détaillants. Ici, je vous mentionne quelques exemples de politiques de retour qui sont claires. Comme je disais, il faut que vous soyez capable de mentionner quels articles doivent être échangés, retournés, vente finale, les articles pour lesquels on va vous donner un remboursement intégral. Donc, ça doit être clair. Puis, il ne faut pas juste avoir une politique de retour ou une politique de livraison. Il faut s'assurer que les clients vont les lire pour éviter des appels et des messages non importants pour votre service à la clientèle. Donc, en bas, on voit que la politique d'échange, de retour et de remboursement de Simons, donc les retours sont gratuits, vous pouvez retourner et obtenir le remboursement intégral de votre commande. En haut, on voit aussi une politique qui est bien expliquée d'Agatha Boutique. Il faut contacter le service client par courriel, puis on va vous envoyer un courriel avec une étiquette de retour que vous allez mettre sur la boîte, puis la réexpédier. Par contre, nous allons déduire 13 $ plus taxes pour les frais de retour pour pouvoir les traiter. Donc, André, ici, ma question pour toi serait pourquoi d'abord on a pensé aux 13 $ et tu dis quoi aux entreprises qui ne sont pas capables d'assumer les frais de retour, qui les acceptent à perte juste pour satisfaire leurs clients? Donc, c'est quoi le message que tu leur passes? En fait, je ne dirais pas que c'est une question de capable, pas capable, parce que peu importe la stratégie, quand on prend du recul, il y a toujours différentes raisons à chacune des stratégies viables. Dans le contexte d'Agatha, on s'entend que les retours sont gratuits s'ils sont faits en boutique. Donc, on est parfaitement omnicanal. Tu peux acheter en boutique, retourner par courrier. Tu peux acheter en boutique, retourner en boutique. Tu peux acheter en ligne, retourner en boutique gratuitement. OK. Le 13 $, en fait, à quoi il sert? C'est que dans un contexte où la vente s'est faite en ligne, où on a assumé le frais de shipping pour envoyer au client ou une partie du frais de shipping pour envoyer au client, et qu'en plus, on assume le frais de shipping pour le récupérer, ben, le 13 $, ce qu'il fait, c'est qu'il partage un peu ce risque-là ou ce coût-là entre le client et l'entreprise pour que ce soit équitable parce que la personne a le choix de le retourner à ses frais. Si elle le retourne à ses frais, ben, il n'y a pas de frais de 13 $, mais ça risque généralement, ça va lui coûter plus cher d'aller directement au bureau de poste que de juste prendre le bordereau qu'on lui envoie qui est à nos frais. Donc, ça favorise une bonne expérience d'achat du début à la fin parce qu'on offre le bon service à la clientèle pour un coût qui est raisonnable avec des alternatives qui sont réalistes, gratuites, en fait, qui sont possibles. Donc, c'est vraiment une question de partage. On s'entend aussi que dans le modèle d'affaires Agatha versus d'autres modèles, on n'est pas purement dans la mode, puis si on prend le volet mode, ben on est dans le volet mode de bébés ou très jeunes enfants. Donc, quand les parents ou la mère
achète un vêtement puis le met à l'enfant, ben le taux de retour est très faible parce que s'il est un peu plus grand, elle va attendre un petit peu. S'il est juste bien contente, s'il est trop petit, bien là, effectivement, elle va souhaiter l'échanger ou le retourner. Alors, on se retrouve avec un taux de retour sur nos ventes en ligne qui est peut-être de 2-3 versus d'autres entreprises qui sont dans la mode pour adultes, donc dans les vêtements, dans les chaussures, qui vont souvent tourner autour de 20-25. Donc, au niveau de la logistique, ça change complètement la game parce qu'imaginez qu'à chaque 100 colis que vous envoyez, le lendemain, il y en a 20 ou 25 qui reviennent continuellement. Bien, dans un contexte comme ça, c'est généralement parce que le modèle d'affaires est fait ainsi. Les gens ont besoin de recevoir, le voir, l'essayer, le toucher, voir que ça fait bien, choisir de le garder ou de le retourner. Généralement, les marges bénéficiaires vont le justifier ou la concurrence déjà présente va l'imposer. Dans le contexte d'Agatha, ben, on ne vit pas ça. Donc, très peu de retour. Ce qui fait aussi que le bordereau de retour, on ne le met pas directement dans la boîte parce qu'en fait, pour le faible pourcentage de retour actuel, bien, on n'y voit pas de plus-value parce que là, il risquerait justement d'avoir des gens qui le retournent sans prendre conscience de la politique, sans passer par nous. Fait que c'est une espèce de filtre qui contribue à la bonne expérience puis qui limite les irritants. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention aux études, aux statistiques, de ce que les gens cherchent ou veulent. Ça peut être très pertinent dans certains contextes, mais il faut vraiment se rattacher à notre propre contexte d'entreprise et comprendre l'aventure qu'on veut offrir aux clients, puis prendre les décisions en conséquence. Alors, c'est pour ça qu'on fonctionne avec un frais de 13 $ sur les retours en ligne. C'est pour ça que je mentionnais, André, le 28% seulement des cyberacheteurs qui veulent une étiquette qui est incluse. Puis le détaillant, ceux qui la mettent, ils se disent, ben, si le client retourne le produit, on va être chargé pour le transport. S'il ne l'utilise pas, ben, ça va se retrouver au recyclage. Donc, c'est aussi psychologique. Mais comme tu dis, oui, il faut regarder les statistiques, mais il faut aussi voir pour décider du montant de la politique de livraison ou de la politique de retour, combien on doit charger, il faut se baser sur sa logistique. C'est beau de mettre une politique de retour qui est très simple, mais si ça va compliquer nos opérations en amont, ben, faut faire attention. Est-ce que je complique la tâche pour mon service client? Est-ce que je complique la tâche pour la personne qui va traiter le retour? Donc, je trouve que les retours et la livraison prennent en compte comment je vais traiter ça dans les coulisses sans que le client le sache, mais en même temps, je veux lui donner une bonne expérience, puis je veux qu'il revienne chez moi parce que c'est très simple de faire affaire avec moi. Exact. Puis il faut que ce soit réfléchi dans un ensemble d'entreprises parce qu'on ne prend pas nécessairement point par point pour voir, OK, bien ça, est-ce que je suis capable ou pas capable de l'offrir? Il y a vraiment un contexte de marché, quel type de produit on offre, c'est quoi la concurrence? Parce que si la concurrence ne l'offre pas puis offre d'autres choses de plus intéressantes, il y a vraiment le scénario global à prendre en considération. Exact. Chaque entreprise devrait comprendre ses avantages concurrentiels puis ce qui la distingue des autres, autant pour la politique de retour que pour la politique d'expédition. Pour nous, c'est juste quelque chose qui doit être comme ça, c'est un acquis, puis nos réels avantages concurrentiels sont au-delà de ça sur d'autres éléments. Fait que pour nous, la base, on considère qu'elle est bonne, puis on travaille sur d'autres plus-values que la concurrence offre pas. Parfait, merci André. Puis je vais aller au prochain point, l'emballage. Comment il affecte l'expérience client, en fait, parce que c'est le dernier contact entre l'entreprise et le cyberacheteur. Ce qu'on peut dire à ce niveau-là, c'est qu'il faut choisir des emballages qui fonctionnent pour la majorité de vos produits pour éviter d'entreposer des boîtes que vous n'utiliserez probablement pas. Il y a aussi des entreprises qui ont remarqué que lorsqu'ils offrent un certain produit, ben, les clients commandent
un autre en parallèle. Donc, essayez de préemballer des produits pour les périodes les plus achalandées. Puis, pour les emballages, il y en a qui utilisent des boîtes, il y en a qui utilisent des sacs, des enveloppes matelassées. Donc, ce qu'on peut dire, c'est oui, les boîtes coûtent plus cher puis augmentent les frais de transport, mais on peut y mettre plusieurs produits puis ils sont recyclables. Les enveloppes matelassées protègent moins que les boîtes, puis par contre, elles sont moins chères. Donc, ça, c'est un choix aussi que vous devez faire comme entreprise. Juste assurez-vous qu'il y a moins d'espace inutile dans la boîte. De un, ben, vous êtes sûr que vous avez pris la bonne boîte pour minimiser le transport, comme j'ai dit, et de deux, pour que le produit ne bouge pas à l'intérieur de la boîte. Parce que s'il bouge, puis c'est un produit fragile, vous risquez que ça soit endommagé lors du transport. Essayez d'envoyer le plus de produits dans la même boîte. Si vous avez deux boîtes, puis vous hésitez, est-ce que je mets ces deux produits dans la même boîte ou je les envoie séparément? Ben, si vous les envoyez séparément, vous allez payer plus de frais de transport. Le dernier point, c'est l'étiquetage qui est très important parce que quand j'étais dans la distribution, j'ai remarqué qu'il y avait un bon nombre de boîtes qui ont été retournées par les entreprises de transport parce que l'étiquette n'était pas mise au bon endroit. L'étiquette, on ne pouvait pas scanner, on ne pouvait pas lire le numéro de repérage. Et des fois, on se retrouve avec une boîte avec plusieurs étiquettes que le transporteur ne sait pas quelle étiquette scanner. Donc, on retourne à l'entrepôt, puis là, c'est des délais pour livrer le produit au client. Le prochain point, ça serait combien d'emballages garder en entrepôt, parce que c'est une question qui revient. Combien de boîtes? Ben, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre du nombre de produits que vous offrez. Les choses que vous devez garder en tête, essayez à chaque fois que vous lancez un nouveau produit, à chaque fois que vous ajoutez un produit sur votre site web, il faut revoir les emballages que vous avez en inventaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces emballages-là? Est-ce que je peux les optimiser pour en avoir moins? Puis, les boîtes personnalisées. Les boîtes personnalisées, oui, elles coûtent plus cher. Il y en a qui ont choisi d'aller vraiment jusqu'au bout, d'aller avec le papier de soie, une boîte personnalisée pour donner une bonne impression du début jusqu'à la fin. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, vous pouvez penser à des petits gestes, par exemple, des petites lettres manuscrites pour remercier le client, ou bien des petits échantillons des nouveaux produits, ou bien un pourcentage de rabais pour un futur achat pour encourager un peu le client à retourner chez vous. Donc, n'oubliez pas aussi un point qui est très important, c'est que 51% des cyberacheteurs trouvent que leurs emballages que leurs colis sont suremballés. Donc, il y en a qui ont ce souci environnemental, puis qui regardent vos gestes. Essayez d'utiliser le moins d'emballage possible à l'intérieur de la boîte. Donc, ici, avant de passer au prochain point, André, j'aimerais rapidement que tu nous dises comment vous gérez vos emballages à l'interne, puis est-ce que, je sais que vous vendez des gros produits aussi, donc est-ce que vous décidez des fois d'expédier ces produits-là dans leur boîte originale pour minimiser un peu les coûts d'emballage? Oui, en fait, c'est probablement pas le volet de l'entreprise où on a mis le plus de temps puis qui a fait. C'est pas le volet qui a fait partie des enjeux les plus importants. Il y a certainement de l'amélioration à faire. En fait, on utilise des boîtes. On utilise des boîtes de carton. On utilise aussi des sacs de plastique. Ça dépend du type de produit. On a quand même beaucoup de modèles, beaucoup de variétés, peut-être une douzaine de boîtes de carton qu'ils utilisent actuellement pour peut-être 8 formats de sacs de plastique. On utilise aussi
les boîtes d'origine pour les gros produits. En OK. fait, dès que c'est un petit produit qui peut être emballé, ben, c'est certain qu'il va être protégé au moins par un sac de plastique ou dans une boîte de carton. Mais on expédie beaucoup de sièges de voitures, de Mhm. poussettes, de certaines pièces d'équipement comme des parcs ou des balançoires, des choses comme ça. Les boîtes d'origine sont de toute façon trop grosses pour réemballer. Puis les boîtes d'origine, d'habitude, sont quand même très résistantes c'est ça, pour faire face au transport. Euh, Chez Agatha, quand on pense à la logistique d'emballage, les points importants, là, il y en a que tu as nommé le mot personnalisé depuis le jour 1, il y a plusieurs années. On avait commencé ça, puis on l'a ben, pratiquement toujours maintenu. C'est quelque chose qui est présent actuellement. C'est un, c'est un contact privilégié avec le client. Puis en fait, il faut comprendre que quand on fait du e-com, la boîte qui arrive, c'est le contact avec le client. Donc, l'emballage, l'apparence de l'emballage extérieur, de la façon dont c'est disposé à l'intérieur quand la personne l'ouvre, les attentions personnalisées qui peuvent être faites à l'intérieur, ça fait partie de l'expérience d'achat. Si on prend une expérience d'achat Amazon qui est excellente et qui est purement orientée vers l'efficacité, il n'y a pas les attentions, mais tout est extrêmement rapide, ça arrive en bon état, c'est ça l'expérience d'achat. Si on prend l'expérience d'achat Agatha, par exemple, bien là, les vêtements vont être emballés d'une certaine façon, les produits, il va y avoir le mot personnalisé, il va y avoir, tu parlais de boîtes personnalisées, nos boîtes et nos sacs ne sont pas personnalisés, mais on les personnalise ici à l'interne, tout simplement avec des étiquettes qu'on a conçues puis qu'on applique sur chacun des colis. Alors, c'est une façon d'aller chercher de la flexibilité puis de OK. réduire les coûts C'est ça. parce que à l'interne, on choisit depuis très longtemps, mais en fait, depuis le début, de faire affaire avec un fournisseur qui est très flexible. En fait, on en parlera tantôt, Oui. mais d'avoir quelque chose qui nous permet de personnaliser chaque emballage, ben, il nous amène beaucoup de flexibilité, justement. Euh, c'est ça qui me vient en tête. On a déjà eu des éléments par rapport à des produits liquides ou des produits à geler. Ça aussi, c'est à garder en tête pour les gens. Oui. Si les gens vendent de l'alimentaire, des produits liquides, ben, c'est propre à chaque entreprise de déterminer quelle est la meilleure façon de l'envoyer chez les clients. Puis la vérité, c'est qu'il y a une notion d'essai-erreur. Quand on voit qu'une Exactement. méthode ne fonctionne pas, ben, on l'adapte tout simplement. Exact, André. Puis ici, sur la prochaine slide, je mets juste une petite liste de fournisseurs d'emballage, d'où est-ce qu'on peut acheter des boîtes. Il y a Uline, Cascade avec leur emballage e-commerce. Il y a les emballages Cartier, Boxpack et aussi les regroupements d'achat, les entreprises qui peuvent fournir des boîtes, mais avec des petites quantités si on n'est pas sûr de l'emballage qu'on veut. Puis, tu mentionnais que ça va dépendre de chaque industrie, oui, mais ce qu'on conseille, c'est toujours garder le contact avec votre fournisseur. C'est celui qui va vous aider, en fait. Ils viennent chez vous à l'entreprise, puis vous regardez le produit, on vous conseille sur les types d'emballage à utiliser pour chaque produit, puis le degré aussi de grosseur de la boîte si vous avez de l'alimentaire, par exemple. Donc, toujours parler à vos fournisseurs pour ce point-là. Le temps file, donc on va y aller rapidement au prochain point sur le transport. Quand on est une petite entreprise qui se lance pour la première fois en ligne, on ne sait pas avec qui signer une entente de livraison. Donc, il y a plusieurs options maintenant qui s'offrent à nos petits commerçants. Il y a des ententes qu'on peut signer avec Post Canada, UPS, Bureau, FedEx. Donc, il y a plusieurs sortes d'entreprises. L'avantage de faire affaire avec ces entreprises-là, c'est qu'on se dit, OK, je choisis un fournisseur, je signe avec lui. C'est vrai que je n'ai pas le volume pour justifier une négociation dès le départ, mais au moins, je bâtis mon historique avec cette entreprise-là. Puis, au fur et à mesure que le volume augmente, on pourra négocier, on pourra s'asseoir, négocier pour baisser un peu les coûts. Il y a des détaillants aussi qu'on a vus lors de cette période de crise sanitaire, surtout ceux qui livrent dans la grande majorité dans la région de Montréal.
ils ont choisi de faire affaire avec des transporteurs locaux. Donc, ces transporteurs-là offrent la livraison le jour même ou même en 4 heures. Puis, comment on vous facture? Ben, on vous facture dépendamment de la zone de livraison. La rive sud, rive nord, l'île de Montréal, ou bien on peut même vous faire un tarif fixe pour toute l'île de Montréal. On est aussi capable de vous faire un abonnement mensuel, puis le nombre de livraisons est illimité. Ces entreprises fournissent, comme les grandes entreprises, des numéros de repérage et ils peuvent texter, par exemple, le client avant de livrer son colis. Mais là, on parle de la grande région de Montréal. Les grandes entreprises couvrent tout le Canada si vous vendez à travers le pays. Il y a aussi des comparateurs de tarifs qui existent, comme Mashul, Flagship. Donc, ces entreprises-là, ce qu'elles font, c'est elles vous permettent de créer en quelques minutes un compte sur leur site. Vous rentrez l'adresse de destination, l'adresse de ramassage avec les dimensions et le poids de chaque colis. Puis, on vous fournit la liste de tous les transporteurs qui peuvent venir chercher votre colis. Donc là, on vous fournit la liste, on vous fournit même les prix en service express, puis c'est à vous de prendre la décision. Vous pouvez soit le faire manuellement ou vous pouvez s'intégrer à votre site web transactionnel. Puis, c'est à vous de prendre cette décision. Il y en a qui commencent à inclure l'information sur le service, par exemple. Avec ce transporteur, si vous n'êtes pas à la maison, votre colis sera déposé dans un bureau de poste. Puis, avec ce transporteur, il n'y a pas de possibilité de dépôt du colis si le client n'est pas à la maison. Donc, il y a vraiment plusieurs options. Puis, j'ai remarqué, André, que sur votre site web, vous faites affaire avec un seul transporteur. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as pris la décision d'aller juste avec un seul transporteur. Pourtant, il y a plusieurs options qui s'offrent dans le marché. Puis, j'aimerais aussi que tu mentionnes le service client. Comment faire affaire avec un seul transporteur affecte positivement ou négativement l'expérience client. Mm-hmm. Ben, en fait, on se rappelle que nos produits sont destinés à très, 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 très grande majorité aux consommateurs directs. Mm-hmm. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup sur le choix du transporteur. Donc les gens, notre clientèle se fait livrer principalement à la maison. Nous, ce qu'on a besoin, c'est une livraison qui est rapide. Ça prend un transporteur qui a des frais qui sont raisonnables. Ça me prend un transporteur aussi qui est en mesure de livrer dans des boîtes postales ou dans un centre très proche de la résidence du client. Donc, ça limite beaucoup le choix. En fait, de travailler juste avec un transporteur, c'est la raison. C'est que la majorité des transporteurs n'ont pas accès à l'infrastructure qui est en place puis qui permet d'expédier à la résidence des gens. Surtout, en fait, il y a le contexte, je trouve que c'est peu parlé, peu discuté, là, mais le vol des colis ou les fraudes opportunistes, ça aussi, c'est un enjeu parce que quand on a des colis de plus grande valeur, on peut se protéger en quelque sorte en demandant une signature, mais présentement, tous les transporteurs laisse tout simplement à la porte. Donc, l'enjeu est encore plus important de trouver des solutions qui permettent de remettre le colis. Puis là, ça passe par un centre de distribution qui est très, très, très proche de la maison, sans le nommer. OK. Parfait. Merci beaucoup, André. Je vais y aller rapidement à la prochaine section. Le temps file. La dernière section concerne la technologie. Pourquoi on parle de la technologie? Parce que c'est très important de comprendre que les solutions d'expédition et les solutions de gestion d'inventaire sont nécessaires quand on fait affaire en ligne. Donc, les solutions d'expédition, c'est des solutions qui peuvent s'intégrer facilement à votre site web transactionnel, que ce soit sur votre mobile, tablette ou ordinateur, qui vous permettent aussi d'imprimer automatiquement les étiquettes
les étiquettes d'expédition et d'envoyer même des courriels de confirmation à vos clients. Donc, ces commandes-là récupèrent automatiquement vos commandes en temps réel. Donc, vous voulez pas sûrement imprimer vos étiquettes de retour ou bien toute la paperasse douanière manuellement. Puis, pour les entreprises qui vendent sur des places de marché, sur Amazon, sur eBay, sur d'autres, puis en plus de vendre sur votre site web, vous voudriez quand même pouvoir centraliser toutes vos commandes dans le même endroit. Un autre point aussi qui est important, c'est les solutions de gestion d'inventaire. Ici, je parle des solutions, bien sûr, qui ne sont pas manuelles comme les fichiers Excel, qui affectent la prise de décision, qui la compliquent à cause du côté non fiable. Donc, ces solutions de gestion d'inventaire vous permettent d'avoir, par exemple, des identifiants uniques pour chacun de vos produits et qui facilite votre processus de réception, surtout si vous avez des réceptions à la semaine ou bien vous avez un inventaire à différentes places, différentes boutiques, différents entrepôts. Donc, une bonne gestion de votre inventaire va garder au même niveau votre service à la clientèle. Surtout, vous voulez éviter, comme mentionné tout à l'heure, André, les ruptures de stock qui vous font perdre des ventes ainsi que votre crédibilité. Sans rentrer aussi dans les détails, si vous êtes dans l'alimentaire, puis vous êtes obligé d'avoir des numéros de lot pour gérer les dates de péremption. Donc ici, avant de te poser une question, André, puis qui suscite un peu la curiosité, j'aimerais juste signaler l'importance de la stratégie logistique. Pourquoi elle doit faire partie de votre stratégie d'entreprise, puis comment il faut toujours avoir une amélioration continue de vos opérations. On a mentionné aussi tout à l'heure qu'il faut toujours garder le contact avec vos fournisseurs, que ce soit vos fournisseurs d'emballage, parce qu'ils peuvent vous aider, peuvent vous conseiller. Ils ont des équipes d'innovation qui sont capables de choisir la bonne boîte, le bon emballage pour vous, pour répondre aussi à la demande récurrente, comme je disais tout à l'heure, des clients qui suivent un peu votre côté environnemental, ce que vous faites pour l'environnement. Puis aussi les transporteurs. Les transporteurs peuvent vous donner l'information sur votre entreprise. Où est-ce que vous livrez le plus? C'est quoi les efforts que vous devez faire pour mieux satisfaire votre clientèle? Où est-ce que vous pouvez déposer vos colis si le client n'est pas à la maison? C'est quoi les dimensions à respecter si vous voulez que votre colis rentre dans des boîtes communautaires ou des immeubles d'habitation? Donc, il y a certaines mesures, il y a certaines dimensions et poids à respecter à ce niveau-là. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est toujours écouter vos clients parce que vos clients sont ceux qui vous communiquent un peu la réalité du marché. Puis, leurs besoins, vous pouvez dire que leurs besoins changent continuellement, mais c'est normal avec tout ce qu'on vit. Ces besoins changent. Il faut que votre entreprise soit capable de s'adapter au niveau stratégique et bien sûr au niveau opérationnel. On n'a pas eu le temps de mentionner l'importance aussi de devoir mesurer pour pouvoir améliorer. Il faut mesurer vos opérations. Il faut que vous soyez capable de mesurer le nombre de retours, le nombre d'erreurs dans vos commandes, le nombre de commandes livrées à temps pour pouvoir s'améliorer. Et là, je te laisse le petit mot de la fin, André, puis une question pour toi au niveau technologique. Tu parlais tout à l'heure du Black Friday, comment il a affecté ton inventaire. Donc, c'est quoi les solutions que tu as mis en place? Puis, comment tu as géré cette crise-là à ce niveau-là? Oui, bien, en fait, les outils qu'on utilise aujourd'hui puis qu'on va continuer d'utiliser pour encore quelques années, assurément, sont pour la majorité très similaires ou les mêmes
que ce qu'on utilisait au Black Friday. Je ne suis pas un early bird dans la technologie. J'aime mettre en place des solutions qui sont flexibles, fiables, peu coûteuses. Fait qu'on y va vraiment pas à pas depuis le début. On utilise beaucoup de technologies, mais j'essaie toujours de favoriser des technologies qui sont natives de notre plateforme web ou qui peuvent se lier facilement à la plateforme web. Donc, moi, des investissements technologiques que je vais être capable de monétiser sur les 5 prochaines années parce que mon coût est astronomique à implanter, ben ce n'est pas le genre d'éléments que je favorise parce qu'on voit ça comme des solutions souvent parfaites, mais elles ne le sont pas, alors qu'il y a il y a de la technologie qui est souvent plus petite, plus simple à implanter, qui se lie très bien les unes aux autres. Fait que pour donner des exemples concrets, on travaille avec Shopify. Bien, avec Shopify, pour gérer nos expéditions, pour faire le lien avec notre transporteur, on utilise ShipStation, qui fonctionne très bien. Pour lier avec notre système comptable, bien, c'est QuickBooks, qui se lie quand même très bien avec Shopify. On utilise quelques apps Shopify qui nous permettent d'offrir certains services ou d'accélérer le processus. Donc, tout est toujours relié d'une façon ou d'une autre à notre plateforme Shopify qui gère nos ventes en ligne, mais qui gère aussi nos ventes en boutique, opinion sur rue. On est en train de développer une application, comme j'avançais tantôt, qui, là, va répondre à des besoins qu'aucune application est en mesure de répondre, mais ça nous évite de nous diriger vers un ERP qui servirait très coûteux, long à développer, long à implanter, puis aussi imparfait, qui là ferait le lien avec tout. J'aime mieux avoir un écosystème qui se lie directement sans la présence d'un intermédiaire. Fait que ça, c'est un peu le contexte. Fait que la technologie, pour y revenir, elle est juste mieux utilisée, mieux comprise. Puis oui, là, quand tu parles de faire l'inventaire dans des fichiers Excel manuellement, bien oui, on revient loin en arrière, puis c'est à proscrire complètement. Mais dès que vous vous lancez dans du e-com, prenez la peine d'étudier les bonnes plateformes, étudier les plateformes disponibles pour choisir ce qui va bien correspondre à votre besoin. Parce que les décisions du départ vont avoir un gros impact sur les mois et les années à venir. Puis, on va essayer de minimiser les changements complets de technologie. Alors, c'est un peu ça que je vois. Puis, tu parlais de mots de la fin. On a parlé principalement de logistique aujourd'hui. Pour moi, en fait, la logistique, c'est la source de profit ou de perte. C'est vraiment tout un ou tout l'autre parce que le marketing, oui, va générer des dépenses, les dépenses se contrôlent, mais tout ce beau travail-là est complètement détruit si la logistique n'est pas bien rodée, efficace. Alors, c'est ça. Ça fait la différence entre une entreprise qui va être viable, qui va être efficace, qui va croître dans le temps, ou une entreprise qui va perdre ses clients, qui va perdre ses employés, qui va perdre sa profitabilité, qui n'arrivera pas à croître. C'est une espèce de mal nécessaire. Exactement. En fait, ça devient un avantage concurrentiel, surtout si vous vendez tous le même produit. Ben, qu'est-ce qui va vous différencier si vous le vendez au même prix, par exemple? Ben, comment vous contrôlez vos coûts à l'interne, vos coûts logistiques? Exact. Ça fait partie de l'expérience d'achat. Puis on se rappelle aussi que quand on parle de logistique, là, tout paraît gros si on commence dans du e-com, mais de ce que j'ai vu, moi, c'est quand même très difficile d'avoir une entreprise profitable et intéressante à petit volume quand on parle de e-com. Fait que dès qu'on parle de grossir un volume, ben, il faut absolument tomber dans de l'efficacité. L'efficacité, ben, ça passe par une bonne logistique. Exactement. Merci beaucoup, André. C'est un plaisir. Et ici, juste un petit mot sur PME Montréal. Donc, on est un réseau de systèmes de services un peu partout à travers Montréal. Pour avoir une idée sur le pôle qui va plus répondre à vos besoins, je vous invite à vous rendre sur le site web, à mettre le code postal de votre entreprise, puis on va vous sortir tous les coordonnées. Ce qu'on fait réellement, c'est
On fait du financement. Donc, on offre des prêts et des subventions pour les entreprises et on offre aussi du service conseil gratuit. On fait aussi de la formation. Puis, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de présenter, moi et André aujourd'hui, si vous avez besoin de plus de clarification, vous voulez qu'on regarde un peu ce qui se passe chez vous dans votre entreprise, vous pouvez bénéficier de notre offre de services en logistique du commerce électronique qui est un accompagnement gratuit pour les entreprises de Montréal. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est on fait des one-on-one, on regarde vos opérations, puis on vous donne des recommandations. Si on voit que vous êtes une entreprise qui veut vraiment travailler avec une entreprise comme une tierce partie logistique pour traiter vos commandes. Donc, on va vous aider à la sélection de ce nouveau prestataire de services logistiques. On va être avec vous pour la compréhension de la structure des coûts. On va même être là pour l'intégration. Si vous avez aussi besoin de revoir vos activités logistiques et prendre un virage vert, on est en contact avec des organismes qui le font. Donc, il nous fera plaisir de vous accompagner gratuitement à ce niveau-là. Puis, si vous avez besoin de spécialistes précis dans le domaine de la logistique aussi, on est capable de vous référer. Oui, André, tu voulais… Oui, si tu permets, j'ajouterai un mot. En fait, PME Montréal, vous êtes un de nos partenaires depuis à peu près 1 an maintenant. Puis je veux juste souligner aux gens que ça fait 8 ans à peu près, 8 ans, notre première ronde de financement avec d'autres partenaires. On a vu plusieurs contextes, puis ce que vous avez fait pour nous, c'est incroyable. La motivation que vous avez, la compréhension du marché, la compréhension de la réalité. Je continue de l'apprécier, de travailler avec vous, mais ce que je veux dire aussi par-dessus tout, c'est que moi, j'ai vécu ça déjà il y a 6 ans ou 7 ans, première ronde de financement, puis on est tellement dans un autre univers parce que les partenaires financiers, auparavant, en fait, le retail et le e-com étaient vraiment des mal-aimés des partenaires financiers à l'époque. Puis j'ai vu l'adaptation, puis je vois aujourd'hui le revirement de situation entre ce que j'ai vécu il y a 6-7 ans puis ce qui est possible, disponible, offert aujourd'hui. Puis c'est au niveau des mentalités des partenaires financiers. Donc, magasinez-les, vos partenaires financiers, puis choisissez-en un qui fit avec vous, avec votre entreprise, avec votre personnalité, puis qui comprend bien votre réalité, qui comprend bien le e-com si c'est la raison de votre financement. Merci beaucoup, André. Puis, il C'est nous un fait plaisir. plaisir aussi de travailler avec une entreprise comme la vôtre. Ici, pour ceux qui sont intéressés par les services offerts par les entreprises en tierce partie logistique, donc mon collègue Alexandre va faire un webinaire le 13 juillet à 10h30. Donc, vous pouvez déjà mettre la date sur vos calendriers. Il aura l'occasion d'inviter Mélissa Lambert, la fondatrice de Lambert Design, et de Samuel Bellil, le cofondateur de Fuso Logistique, une entreprise qui fait la préparation et l'expédition des commandes située à Sainte-Thérèse. Le lien pour s'y inscrire, je vous invite à suivre les pages Facebook et LinkedIn du CQCD et du réseau PME Montréal pour pouvoir le faire dans les jours qui suivent. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, André, pour ta générosité, pour toutes les informations que tu nous as fournies. J'espère qu'elles vont aider les personnes qui sont curieuses à savoir, je veux me lancer en ligne, je fais attention à quoi, c'est quoi la logistique, comment je dois la gérer. Puis le fait de mentionner aussi que c'est correct de passer par des crises, c'est normal, mais l'important, c'est de savoir maîtriser ça en équipe. Merci beaucoup, André. Puis là, on va passer, si tu le permets, aux questions. Génial. Parfait. Combien de temps t'attribues pour la période de questions, Swad? Écoute, on va prendre une dizaine de minutes pour les questions. Parfait. Allons-y.
Parfait. Donc, Alexandre a trié les questions pour nous. Euh, Ici, on a une question sur le logiciel d'expédition utilisé. Ben, le logiciel d'expédition, je suppose que vous parlez des comparateurs tarifaires. J'ai donné l'exemple de Machool et de Flagship qui vous permettent d'entrer l'information puis sur les dimensions, le poids, la destination et l'adresse de ramassage, puis il va vous sortir toutes les options de transport En fait, par rapport au disponibles. logiciel, ce que j'ajouterais, c'est que peu importe avec quel transporteur on fonctionne, Ah, OK. d'avoir un service intermédiaire entre le site web qui recueille les ventes, les informations, puis le transporteur qui a besoin des informations. Bien là, il y a différentes applications ou outils comme ce que nous, on utilise, c'est ShipStation. ShipStation. Oui, Il y en a d'autres, ça dépend des plateformes que vous utilisez. ShipStation est quand même très connu, puis il est bien adapté pour la plupart des transporteurs qu'on a ici. Puis il se lie bien avec la plupart des grandes plateformes qu'on connaît ici aussi. Mais parfait. il y en a d'autres, c'est à vous de magasiner. Nous, à l'interne, à petit volume, il y avait quelqu'un qui passait 4 heures par jour à faire du copier-coller Ouais, jusqu'à temps qu'on réalise, juste pour les étiquettes, jusqu'à temps qu'on réalise que les étiquettes pouvaient sortir en 5 minutes avec ShipStation. Puis là, on parle pour un nombre ridicule de commandes. C'est une cinquantaine de commandes, ça prenait des heures. Alors, c'était une belle progression quand on parle de technologie peu coûteuse et fiable. parfait. Merci André. C'est bien que tu aies répondu parce que je croyais qu'on parlait de la solution offerte pour le transport. Mhm. Mais bien, on parlait de ShipStation ici. Donc André, la prochaine question. Comment se racheter vis-à-vis de sa clientèle à cause des délais de livraison actuels? Les Aïe, aïe, clients aïe, sont aïe, aïe. tannés d'attendre leurs achats. Aïe, aïe, aïe. En fait, ça, c'est la question qui tue. Je dirais que le- tous les transporteurs actuellement sont complètement surchargés, pas depuis des semaines, là. En fait, ça fait depuis des mois. À l'interne, il y a probablement sur l'équipe de 5 employés de service client, d'expérience client, il y a certainement au moins un 30-40 des ressources qui sont mises juste à gérer les délais de livraison. Euh, alors, comment se racheter? Comment se racheter? Ce, que, ce qui, ce qui nous aide beaucoup, c'est le contact, le type de contact qu'on a avec notre clientèle. On essaie de répondre le plus rapidement possible, mais c'est des gens, ce n'est pas des messages automatisés qui répondent. On va leur parler au téléphone, on leur explique la situation. Concrètement, on pourrait choisir d'envoyer des messages automatisés qui disent juste d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis de couper drastiquement le temps et l'investissement mis à gérer ça. Mais on ne veut pas parce qu'on croit que l'aventure positive emmène à du repeat. Puis même quand il y a des défis comme ça, ben, quand ils sont expliqués, ben, les gens Comprends. comprennent la majorité du temps. Fait que racheter la situation, en fait, c'est pas en temps normal, quand il y a un colis qui se perd ou quand il y a un colis qui est en retard, il y a différentes alternatives qu'on peut proposer, mais là, c'est généralisé, c'est juste une nouvelle réalité à vivre, le temps que les infrastructures des transporteurs s'adaptent. Euh, c'est ça. C'est un réel enjeu. C'est un enjeu qui est très coûteux. C'est un enjeu que, mal géré, peut avoir un impact extrêmement négatif sur l'image de l'entreprise, sur les avis des clients. Puis pourtant, on travaille tous avec la même offre de transporteur. Alors, la façon de le gérer, c'est dans la finesse qu'on y met, le cœur qu'on y met pour gérer la situation. Et tu as bien mentionné, André, que lorsqu'on communique l'information aux acheteurs, ils comprennent. Mhm. Il faut mentionner l'information, par exemple, quelque part sur le site web ou bien au moment du checkout. Donc, il faut Oui, informer le client
des Mais délais. soit, tu sais, dans un Oui, contexte comme on a aujourd'hui, là, depuis plusieurs semaines, juste pour que les gens comprennent la oui, situation, oui. quand, mettons, on suit les liens pour le tracking, pour le transporteur, l'information N'est pas n'est là. souvent même pas à jour. Exact. Donc, ça va au-delà d'une bonne communication sur le site Web. Mhm. C'est une situation généralisée qui est extrêmement problématique, qui demande des ressources, mais ceux qui sont déjà en train de gérer ça parce qu'ils font déjà du e-com, je dirais, faites-le avec cœur, faites-le avec passion, soyez créatif en fonction de votre clientèle. Ce bout-là est extrêmement important de comment le gérer parce que la solution miraculeuse, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Exact. Merci. Puis la prochaine question, André, à quel point PaidWright améliore vos ventes? Combien de personnes l'utilisaient? Ah, ça, c'est Cela, intéressant. Euh, En fait, la vérité, c'est que c'est tellement récent de l'avoir implanté que je n'ai pas étudié j'ai pas étudié combien il y avait de ventes supplémentaires. Il y en a. On est en train de gérer de l'hyper-croissance encore. Donc, je m'étais mis dans plein de chiffres pour bien comprendre mes chiffres et être capable de bien partager. Puis celui-là, je ne l'ai pas analysé. PayBright, c'est une très belle solution aussi, mais il y a des soucis technologiques qui n'ont pas encore réglé. Puis des fois, les gens sont approuvés puis ont de la difficulté à lier leur compte. Fait que ça, je pense que ça emmène un problème au niveau des conversions qui diminue. Euh, donc, c'est une offre qui est intéressante à offrir à la clientèle parce qu'il y a des clients qui peuvent s'y intéresser, d'autres non, mais ça ne nuit pas à l'expérience d'achat. Alors, c'est une offre complémentaire que pour nous, c'est pratiquement à coût nul. OK. C'est bon. La prochaine question. PME Montréal offre-t-elle un financement aux nouvelles entreprises qui tentent de proposer des services de soutien en commerce électronique aux entreprises? Donc là, on a un service d'aide au démarrage et on a aussi des options de financement. Donc, juste, comme j'ai dit, connectez-vous sur notre site, envoyez-nous un petit message, on va le prendre, puis il y a une personne en démarrage qui va pouvoir vous contacter. La prochaine question pour toi, André. Que suggérez-vous comme plan de match pour débuter en commerce électronique? Une checklist, par exemple. Mhm. Je suggérerais de commencer le plus tôt possible en, en observant. Moi, j'ai vu par le passé des entrepreneurs qui voulaient faire du commerce électronique puis qui mettaient tellement de temps à penser à leur site, à penser à leur logistique, à, à, à réfléchir à tout pour éviter que quand ils mettent la switch à on et qu'il y a un déferlement de commandes, que ça se passe mal. Mais la vérité, c'est que quand on démarre une entreprise puis qu'on met la switch à on, ben on regarde, puis on attend, puis on attend, puis on attend, puis il n'y a pas de déferlement de commandes. Parce que là, on s'entend qu'on parle de la logistique. La logistique, c'est un volet extrêmement important. Puis en amont, ben, ça prend la stratégie globale de l'entreprise qui va reposer beaucoup aussi sur du marketing, qui va générer les ventes. Donc, personnellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec des versions de sites qui ont évolué au fil du temps. On a commencé à apprendre à faire du marketing et la logistique s'est toujours adaptée aux besoins de l'entreprise et non l'inverse. OK, vous pouvez rire et dire, ben oui, mais ça t'a donné ton dernier Black Friday. Oui, vrai, mais ça a permis de créer une entreprise que depuis ses débuts est en hyper-croissance, qu'on est encore en hyper-croissance. Bien, si j'avais été du type analytique et très fonction, le profil logistique, si j'avais eu un profil logistique, l'entreprise n'aurait pas émergé comme elle émerge. Fait que commencer le plus tôt possible. Portez vraiment attention à ce que vous allez choisir comme plateforme, sans vendre celle que j'utilise ou une autre, peu importe. Essayez d'éliminer les barrières le plus possible pour commencer efficacement avec un modèle qui fonctionne bien, un modèle qui permet de lier des outils. On s'entend que quand vous n'avez pas besoin de fabriquer les choses vous-même,
Bien, souvent, ça coûte moins cher parce que tu peux louer une application qui te coûte 30 $ par mois ou 300 $ à vie, peu importe. Mais si tu n'en as plus besoin, bien, tu t'en débarrasses puis tu mets autre chose. Si l'application t'a coûté 10 000, bien là, tu viens de ralentir ton processus de par le temps d'attendre après l'application ou le site, de par le ralentissement que ça va te causer dû aux finances. Alors, j'orienterais les gens vraiment vers ça, de commencer le plus tôt possible, puis d'y aller au fur et à mesure et de garder l'œil ouvert sur toute la logistique à implanter, mais de grâce, ne vous bâtissez pas une usine pour votre logistique alors que vous n'avez pas lancé votre site web. Oui. Merci, merci André. Puis, une dernière question qu'on a ici. Quel est le taux de conversion pour votre entreprise? Avez-vous un outil pour le calculer? Ah, oui. Bien, l'outil pour le calculer, il y en a plusieurs. Il y a Google Analytics qui est généralisé en utilisant Shopify. Nous, on le voit directement dans notre plateforme Shopify. Le coût par conversion, je vais vous donner des chiffres. Je vais le faire. C'est correct. Je suis très ouvert là-dessus. Il faut juste prendre en considération que ça peut être extrêmement variable selon les périodes, peu importe l'entreprise. C'est extrêmement variable selon le type d'entreprise. C'est extrêmement variable selon le type de marketing que vous faites. Puis c'est extrêmement variable selon le type de trafic que vous générez. Je donne un exemple. Le blog Agatha n'est plus lié directement avec la plateforme de commerce en ligne, mais tous les visiteurs du blog Agatha diluaient le taux de conversion. Est-ce que je vendais moins? Non. C'est juste que la donnée, il faut être capable de bien l'interpréter. Ensuite de ça, à quoi ça peut ressembler? Bien, des fois, il y a des stratégies où on fait de l'acquisition de clientèle, donc on veut se faire connaître, alors que le moment n'est pas propice à closer les ventes. Donc, si on est dans un contexte où on veut se faire connaître, bien, le taux de conversion peut être à 1 il peut être à moins de 1 Puis dans un contexte où on a bien préparé le marché et puis que c'est un contexte extrêmement favorable comme le Black Friday, ben, j'ai vu des 7-8 de conversion. Et ça aussi, quand on prend en considération le contexte de l'entreprise, ben, ça exclut tous les visiteurs qui sont venus sur le site et qui ont choisi d'aller compléter la transaction en boutique, qui ne fait pas partie de mon taux de conversion qui se calcule. Alors, j'espère que ça vous donne du jus pour en profiter et bien le déguster. Merci André. Je crois qu'on n'a plus de questions. Par contre, moi, j'en ai une pour toi. Oui, en fait, avec la réouverture des commerces maintenant, avec les décisions que certains détaillants, par exemple, comme Zara, ont prises de fermer des boutiques, puis de se concentrer sur le commerce électronique, d'investir dans le commerce électronique. Comment tu vois le futur comme entrepreneur du commerce électronique? Oui, en fait, là, on va mettre tout ça en perspective. Par rapport à Zara, je suis comme un microbe. Hein? On est quand même très, très, très petit. Alors, je ne suis pas dans leur position, je ne suis pas dans leurs chiffres pour leur faire des suggestions. Ce que je vois par rapport à ça, parce que je suis très observateur de ce qui se passe à l'extérieur, c'est que c'est une gestion de risque en quelque sorte. C'est une gestion de risque que nous, on fait depuis le début, qu'on peut faire des bons coups, des mauvais coups, mais le risque lié à des infrastructures très lourdes, qu'elles soient liées aux pignons sur rue ou qu'elles soient liées à des infrastructures trop grosses pour gérer la logistique, il y a tout un... c'est ça, il y a tout un risque à gérer là. Possiblement qu'aujourd'hui, beaucoup de commerçants réalisent qu'un meilleur équilibre entre le e-com et les points de service est à envisager. Dans le contexte de Zara, c'est quand même des milliers de succursales, alors que pour d'autres entreprises comme la nôtre, on est né du e-com, on est rendu à 2, il y en aura d'autres, mais est-ce que je me dis qu'Agatha devrait être à tous les coins de rue? Ben non, c'est aucunement stratégique. Donc, je pense que la notion d'équilibre est importante. Puis, est-ce que les pignons sur rue vont disparaître ou est-ce que le e-com va disparaître? Bien là, à mon avis, assurément que non, parce que les deux ont leur utilité.
Et les deux peuvent être utilisés en synergie dans différents contextes d'entreprise. Alors, c'est propre à chacun, mais il faut trouver le sweet spot. Parfait. Merci beaucoup, André. Merci pour ce témoignage. J'espère que on a essayé de vous transmettre un peu d'informations sur votre logistique et quelques moyens qu'Agatha Boutique a utilisés pour s'en sortir en période de crise, puis comment on voit sa croissance actuellement. Merci beaucoup pour votre intérêt. Merci à toutes les questions qui ont été posées. Puis ici, je vous laisse nos coordonnées si jamais vous avez des questions directes à moi ou au Réseau PME Montréal, ou si vous voulez entrer en contact directement avec André. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci encore à tous et on se retrouve au prochain webinaire le 13 juillet. Hey, merci et bon succès. Merci André également. Salut. Salut.